Bien, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On attend encore quelques petites minutes et on va pouvoir commencer la présentation. Oui, c'est bon. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Ce que je vous propose en attendant, c'est peut-être de faire un petit tour de table, que vous nous dites un peu ce que vous faites et ce qui vous a motivé pour assister à ce webinaire aujourd'hui. Est-ce que tu veux commencer du coup? Ouais, du coup, moi, je vais peut-être commencer. Enchantée. Enfin, je pense qu'il y en a qui ont déjà vu en webinaire, notamment Laurent Azoulay. Donc, je pense que vous me connaissez déjà. Ori Traoré, et je suis acheteuse restauration et économie. Alors, moi, je peux prendre la suite. Après. Moi, Paul Boucherie, voilà, je travaille chez CAP également. Je suis chargé de mission RSE, développement durable. Donc, voilà, je suis un co-modérateur pour ce webinaire et je suis très heureux d'avoir beaucoup de monde inscrit. Lucas, est-ce que tu veux prendre la suite? Aucun problème. Donc moi, c'est Lucas Bogart-Rossi, donc consultant développement durable au sein de l'agence Primum de Nocere. Et je suis en charge des achats responsables, mais aussi des matières résiduelles. Et c'est pour ça que je suis en charge de ce webinaire. Peut-être petite présentation de Primum, très rapide. On est une agence de conseil en développement durable spécialisée en santé et aussi pour que ce soit privé ou public et dans le médico-social. Donc, on les aide à implémenter des stratégies et des pratiques liées au développement durable sur l'ensemble des sujets. Ouais, super, merci. Merci Lucas. Benoît, je vois quelqu'un qui s'appelle Benoît dans la liste. Est-ce que Benoît veut bien se présenter brièvement et rappeler ses attentes, ses besoins pour ce webinaire? Oui, bonjour, je suis agent d'entretien à la Maison du Combattant à Vesoul. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, dans l'ordre alphabétique, je continue avec Madame Laine, Charlotte Laine, s'il vous plaît, si vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je me présente, je suis Charlotte Laine et je suis apprentie, donc chargée de développement. Je suis chargée de développer la RSE au sein de Apreva RMS, un groupe d'EHPAD. Super, merci. J'ai un compte qui s'appelle Clicamal. Si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez prendre la parole et vous présenter brièvement? Et puis, si vous voulez rajouter par-dessus vos attentes, vos besoins pour cette conférence, avec plaisir. Et alors, si on n'a pas de réponse, je vais demander à David G, si vous nous entendez. Oui, bonjour. Je travaille pour le domaine des armes, je suis responsable des achats et avec mon collègue Sylvain Daniel, on s'occupe également de tout ce qui est énergie et gestion des déchets sur le site. Super. Très bien, ok, merci. Merci. Est-ce qu'on peut passer à alors, une collègue de chez nous, Emmanuel Gentil. Emmanuel, éventuellement, si tu veux t'introduire. Bonjour, Emmanuel Gentil, je suis chargée de mission en restauration à la CAP et j'accompagne les adhérents sur des dossiers de restauration externalisés plus particulièrement. Merci Emmanuel. Ensuite, j'ai Monsieur Azoulay. Laurent, s'il vous plaît. Bonjour, oui, Laurent Azoulay. Je suis responsable restauration à la clinique Beauregard à Marseille. Voilà, et donc moi j'attends de ce webinaire beaucoup d'éclaircissements sur la réglementation qui est pour moi très floue parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir et je ne sais pas tout. Voilà. Très bien, on va y venir. On va y venir. Donc, très bien. Alors, si je reprends ma liste. Benoît plus Alexandra, si vous pouvez vous présenter. Donc, bonjour, mon collègue Benoît s'est déjà présenté et moi, du coup, je suis responsable Economa donc à la Maison du Combattant, qui est un EHPAD privé à but non lucratif. Bienvenue. Ensuite, j'ai Elle Joyeux, s'il vous plaît. Si vous nous entendez.
Bonjour, moi je suis Lucie Joyeux, je suis responsable hygiène, responsable de l'hébergement au centre de réadaptation de Mulhouse. Et depuis peu, en fait, j'ai pris la responsabilité d'un groupe qu'on a en interne qui s'appelle le groupe 3D, déchets et développement durable. Et au travers de ce groupe, je gère les déchets. Et l'idée, c'est d'amener de la nouveauté en termes d'animation et de sensibilisation de nos salariés sur le développement durable. Très bien. Parfait, merci. Merci. Je continue la visite avec Malandin. Malandin, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Alors, s'il n'y a pas de réponse, est-ce que vous passez à Marino, s'il vous plaît? Marino, si vous entendez, est-ce que vous pouvez faire une brève présentation de vous et de ce que vous attendez sur ce webinaire? Et si je n'ai pas de réponse, c'est que vous n'avez pas allumé votre micro. Si je n'ai toujours pas de réponse, je vais passer à Marjorie Canivanc, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Bonjour. Bonjour. Alors moi, je suis référente développement durable au centre Georges-François Leclerc à Dijon. Après l'attente de ce webinaire, je suis arrivée sur le centre au mois de mars. Donc voilà, actuellement, on a le tri sélectif en place sur notre centre, mais je voudrais surtout ne rien oublier en matière réglementaire. Donc voilà, je vais... Très bien. Alors, très bien, parfait. J'ai encore quelques personnes et puis on a encore des inscrits qui arrivent. Donc, je vais pouvoir passer la main à Chiré, s'il vous plaît. Chiré, si vous m'entendez. Oui, bonjour. Je suis Elia Chirer, la responsable qualité, sécurité et environnement de l'institution Les Tournesols à Sainte-Marie-aux-Mines. Et du coup, je suis ici aujourd'hui pour avoir un peu plus d'infos au niveau de la réglementation des déchets et pour qu'on puisse améliorer notre gestion des déchets en interne. D'accord, très bien. J'ai encore quelques personnes. Alors, j'ai le compte Scowon Benoît. Benoît, si vous entendez, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, bonjour. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Bonjour, donc moi c'est Benoît Scoban, je suis donc le directeur financier du pôle régional du handicap à Saint-Saturnin, le centre de l'Arche, pour ceux qui connaissent un peu plus. Et je suis aussi pilote de la partie développement durable et RSE aussi. Et du coup, en fait, on est en train d'essayer de recartographier un peu nos différents flux de déchets. Et à côté de cette cartographie que je souhaite qu'on redessine, c'est la redessiner de façon à coller à la réglementation et à ce qui se fait aujourd'hui pour être en accord avec ça et éviter de faire, défaire et refaire. Ça marche tout à fait valable. On va en parler, Alors, j'appelle à nouveau S. Soisson. Si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez prendre, réactiver votre micro, s'il vous plaît? Je ne vous entends pas très bien. Alors, est-ce que vous pouvez présenter?
de ce webinaire est le déchet indirect. Je pense qu'il doit y avoir un problème avec le Ouais. son parce que moi, j'entends plus rien. Oui, c'est pareil, moi, on t'entend mal, Paul. Par contre, j'entends très bien madame. Donc, C'est pareil pour moi, je confirme. Vous entendez mieux? pour l'instant, ouais. Ça écoute. Bien sûr, hein. Non, bref, l'objectif finalement est Non, ça coupe. Ça coupe, ça coupe, ça coupe. On t'entend 2 secondes et puis après. une autre manière. Non, toujours pas. Petite seconde, hein. Excusez-moi pour ce désagrément. Ça a l'air mieux. Le son est bon? Il y a un problème par rapport à la feuille. Tout simplement. Alors, excuse-moi Lucas, est-ce que tu peux nous dire si le son est bon maintenant? Le son semble bon, oui. Et je vais passer la parole assez rapidement à Lucas, de toute façon. Voilà, c'est un peu la démarche globale de la RSE, la réduction des environnementaux, et c'est évidemment une finalité qu'on retrouve dans cette gestion des déchets. Et donc, c'est de la réglementation, voilà, une présentation qui... Ouais, ça recoupe encore. Je suis désolé, Paul, mais La réunion et on va la relancer comme ça, vous pouvez vous reconnecter. Ma foi, Lucas, si tu veux bien, excuse-moi, oui, hein, je pense qu'on peut... Tout simplement. ouais, je pense qu'à la limite, je te redonnerai la parole parce que je pense que ça facilitera un peu tout. Donc, effectivement, bonjour à tous. Donc, Lucas Bogart aussi, consultant développement durable. Donc, je suis ici pour animer le premier webinaire d'une série de 3, à vrai dire. Donc, ce premier webinaire est dédié à la réglementation et un peu de manière générale aux enjeux de la gestion des déchets. Donc, effectivement, donc là, je l'ai noté un peu matière résiduelle, car matière résiduelle, donc ça vient de nos amis québécois, c'est un peu pour exprimer ce fait que les déchets ne sont déchets généralement que pour la personne qui les produit, mais qu'une deuxième vie leur est octroyée, sauf effectivement les déchets ultimes. Mais voilà, c'est un peu pour marquer ce tournant vers une économie beaucoup plus circulaire, et on sait très bien que les mots sont aussi très importants pour faire changer les mentalités et par voie de conséquence, les pratiques. Donc, comme je le disais, c'est un premier webinaire d'une série de 3. Le deuxième sera consacré effectivement aux déchets alimentaires, donc qui sera très important, et notamment vis-à-vis des nouvelles réglementations. Et enfin, le troisième, donc, qui est d'importance pour le secteur sanitaire et médico-social, qui sont évidemment les dasseries et donc spécifiquement aussi les déchets dangereux. La forme du webinaire, donc la réglementation est très large et peut être très précise. Donc, n'hésitez pas, des fois, si vous avez des questions, si vous voulez préciser des points qui vous sont spécifiques, parce que ça peut aussi rebondir sur certaines autres personnes. Comme ça, je pourrais vous donner des réponses un peu plus spécifiques sur la réglementation qui peut s'appliquer dans votre cas.
Donc voilà, donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer. Donc, les matières résiduelles, effectivement, la réglementation. Alors, petit point, effectivement, que je trouve assez importante, la gestion des déchets et la prévention de ceux-ci. Donc, majoritairement, hein, comme vous le savez, beaucoup de lois françaises sont issues d'une traduction des directives européennes. Et il y a des grands principes, en fait, qui régulent les déchets. C'est tout d'abord le cadre hiérarchique de gestion qui est celui-ci, donc la prévention, évidemment. Le meilleur déchet est celui qu'on ne jette pas, la réutilisation, donc qui est différent du recyclage, étant donné qu'on va prendre l'objet dont on n'a plus besoin et qu'on va réutiliser tel quel ou avec peu de modifications. Le recyclage va beaucoup être plus sa transformation chimique ou transformation physique pour l'intégrer dans un autre processus de production, typiquement le papier. La valorisation, alors il faut faire attention, des fois on estime que le recyclage est de la valorisation, mais dans ce cadre-là, généralement la valorisation sera la valorisation énergétique. Cette valorisation énergétique est aujourd'hui quasiment faite dans tous les centres d'incinération français. Et évidemment, on a l'élimination. L'élimination, en France, généralement, ça désigne l'enfouissement. Faisons attention aussi dans beaucoup de centres de traitement. Enfin, faisons attention. Aujourd'hui, les éliminations, les centres d'enfouissement, on peut générer aussi de l'énergie, hein, notamment du gaz, mais voilà, qui peut passer en valorisation. La valorisation, quelquefois, elle ne sera pas considérée. Il faut faire attention aux termes qu'on peut utiliser, mais voilà. La hiérarchie de gestion des déchets, prévention, réutilisation, recyclage, valorisation, élimination. Le principe fondamental, je pense que vous en êtes aussi un peu familier, c'est le pollueur-payeur, qui est le principe fondamental de l'Union européenne, qui suppose que les coûts sont supportés par le producteur des déchets. Donc, le producteur des déchets, hein, sachez que c'est vous, dans notre cas, mais on verra qu'il y a une petite subtilité aussi que la France utilise beaucoup. Une obligation européenne qui est un plan de gestion et de prévention des déchets. La France s'en est dotée, le plan de prévention est aujourd'hui encore en construction, mais il est un peu substitué vis-à-vis de la feuille de route économie circulaire et d'autres stratégies, notamment la stratégie d'intensification du recyclage issue du plan de relance de 2020 suite à la crise Covid. Les unités de traitement, donc vraiment, pourquoi aussi c'est important de faire de la réglementation? Parce que les unités de traitement sont soumises à autorisation, hein, c'est des installations classées pour la protection de l'environnement, donc ils doivent répondre à un cahier des charges extrêmement précis, et aussi évidemment à la gestion des risques Cveso vis-à-vis de la dangerosité de ces centres de traitement. Donc beaucoup de réglementations qui entourent à la fois la production des déchets, leur collecte, leur stockage et leur traitement. C'est ça que je voulais un peu illustrer aussi par cela, évidemment les déchets dangereux, donc qui répondent à des cadres spécifiques, notamment au niveau du transport. On peut notamment parler des codes ONU, etc., et du code ADR, et qui nécessite quelquefois un conseiller à la sécurité dans des établissements, mais j'en parlerai ultérieurement dans le webinaire consacré aux DASRI. Alors effectivement, c'est important aussi de savoir dans quel cadre on s'intègre dans la gestion des déchets. Donc, comme l'esquissait un peu Paul, effectivement, les déchets, ça fait partie intégrante d'une stratégie RSE performante, justement, à travers une économie circulaire où on va limiter l'accaparement des ressources, ou en tout cas leur utilisation. Et en France, beaucoup de lois sur les déchets sont issues de la grande loi un peu fondatrice, de la loi de la transition énergétique pour la croissance verte, mais aussi d'une loi un peu plus récente de 2020, qui est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui va prendre en compte beaucoup plus que les déchets, mais l'ensemble du cadre productif lié aux déchets. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver évidemment? On a cette fin des emballages plastiques à usage unique d'ici 2040. Donc, vous avez pu voir aujourd'hui, même constater, il y avait des responsables achats, effectivement, la fin des gobelets au plastique, des touillettes, etc. Donc, ça s'incrémente dans le temps. Mais le but ultime, ce serait effectivement la fin des emballages plastiques à usage unique d'ici 2040. Une lutte contre l'obsolescence programmée. Donc là, on serait sur quelque chose de beaucoup plus en amont. On va toujours chercher, donc vous allez avoir l'indice de réparabilité. Hein, si vous avez acheté justement des appareils électroménagers, aujourd'hui, vous avez un indice de réparabilité, vous avez une garantie d'accès à des pièces de rechange qui sont mises en place, donc qui intègrent véritablement là une prévention et donc qui s'intègrent parfaitement dans les principes que je vous ai cités juste avant. Quelque chose d'important aussi, ça va être ce chiffre de 65% de valorisation matière des déchets non dangereux, non inertes en 2025. Beaucoup de déchets sont non inertes, hein, c'est des catégories, généralement c'est ce qui est minéral
sera considéré comme binaire. Mais petite chose à noter, issue de la feuille de route, c'est que 100% des plastiques devront effectivement, enfin c'est l'ambition hein, de l'État français, devront être valorisés matière dont consomme recyclée. Réduction de 50% en 2025 des déchets admis en centre de stockage. Donc, centre de stockage, ça va être véritablement l'élimination, donc l'enfouissement dont je vous parlais un peu plus tôt, par rapport à 2010. 70% des déchets d'emballage d'ici 2030. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Et enfin, ça, c'est quelque chose qui vous concerne et je pense qui a un grand intérêt, mais dont je parlerai beaucoup plus lors du webinaire, effectivement, sur les biodéchets et les déchets d'alimentation. Hein. Généralement, les biodéchets sont ceux d'alimentation. Généralisation du tri donc pour l'ensemble des Français, tout simplement, avec une obligation de mise en place par les collectivités de solutions justement pour que ce tri et ce traitement, cette collecte et ce traitement puissent être effectués en 2023. Aujourd'hui, on est encore sur les 5 tonnes de déchets, de biodéchets par an qui fait obligation. Donc, la majorité des centres hospitaliers, cliniques et autres centres médico-sociaux. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens devraient effectivement trier leurs biodéchets et les valoriser d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas encore une fois hein, si vous avez des questions. Donc là, on arrive effectivement sur la grande réglementation, c'est le tri 5 flux. Depuis 2016, donc depuis la loi transition énergétique pour une croissance verte, tous les matériaux recyclables doivent être triés. Donc je ne sais pas, peut-être, est-ce que vous savez me citer ces 5 flux? Parce que l'un d'entre vous peut-être a déjà parfaitement idée des 5 flux qui sont nécessairement triés parce qu'ils sont recyclables. N'hésitez pas, si vous voulez juste parler dans le chat aussi, je peux le voir. Non? Le plastique. Le plastique, oui. Okay. Le verre. Le verre, oui. Le métal. Le métal. C'est ça, verre, plastique, métal, oui. Carton. Carton, oui, ce sera considéré comme papier. Papier et ouais, biodéchets. Voilà. Alors, le biodéchet, effectivement, il ne sera pas compté comme un 5 flux. Je le vois, mais effectivement, vous anticipez en quelque sorte la nouvelle. Donc, celle-ci, elle est depuis 2016. Les biodéchets ne sont pas encore compris dans ce qu'on appelle cette réglementation de 5 flux, mais effectivement, on pourrait les ajouter. Aujourd'hui, vous allez peut-être entendre aussi parler des 7 flux. Donc, effectivement, attendez, je vais vous afficher donc, papier, carton, plastique, métal et le bois. Voilà, on a oublié le bois. Effectivement, ça vous concerne moins, mais certaines entreprises vont avoir une production de bois beaucoup plus importante. Donc, effectivement, les biodéchets en soi vont vraiment s'ajouter à ce flux-là. Donc, c'est vrai que tous les matériaux recyclables, alors qu'on sait très bien que les biodéchets, mais bon, on va être plus sur une idée de valorisation, etc. Il y aura le tri 7 flux, mais ça concerne exclusivement le bâtiment. En termes à la fois de quantité, c'est les déchets minéraux, très clairement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va vous concerner. Mais effectivement, aujourd'hui, l'obligation réglementaire, je pense que vous êtes tous un peu dans l'obligation réglementaire aussi des biodéchets, étant donné qu'on est sur 5 tonnes par an. Donc, voilà, on est sur papier, carton, plastique, métal, bois. Donc, la petite subtilité, effectivement, ça s'applique lorsque les déchets sont collectés par un prestataire privé. Dans la réglementation, il y a beaucoup cette différence, effectivement, de prestataire privé, prestataire public. Enfin, après, du coup, ce n'est pas un prestataire, hein, c'est service public de collecte de déchets. Ou alors, lorsque les services publics sont supérieurs à 1100 litres semaine. Donc, c'est vrai que dans le service public, on compte beaucoup plus en litres parce qu'on va compter par la contenance du GRV, beaucoup plus que par le poids, parce que le poids effectivement, n'est rarement comptabilisé par les services publics de collecte de déchets. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir une mesure en litres. Donc voilà, peut-être un petit sondage, est-ce que vous, peut-être vous avez des difficultés sur ces flux-là, ou est-ce que vous avez tous, en fait, justement, est-ce que vous respectez tous cette réglementation des 5 flux, ou est-ce que vous savez qu'il y a des manquements peut-être? Alors, les biodéchets, pour répondre à Madame Traoré, effectivement, ce sera 2023. Mais ça ne fait pas partie en fait, de ce qu'on appelle le décret 5 flux. C'est vraiment là, si on est dans de la réglementation, donc je me permets d'être un peu réglementaire, mais ce sera tout comme. Et aujourd'hui, la majorité des hôpitaux et des cliniques sont en fait déjà
soumis à l'obligation du tri et de la valorisation, en tout cas d'une méthode de valorisation des biodéchets, hein, que ce soit par des sécheurs, par des composteurs ou tout simplement par une récupération par un prestataire type Veolia. Donc, est-ce que vous, tous vos établissements, vous respectez ce tri des 5 flux? Ou est-ce que vous avez peut-être des problèmes, peut-être une incohérence que vous trouvez dans la réglementation qui ne permet pas justement ce tri des 5 flux que vous aimeriez éclairer? Le bois, alors après, on n'est peut-être pas hyper des gros producteurs, mais clairement, on n'a pas de collecte pour le bois. On peut avoir des prestataires privés collecteurs pour le papier, carton, plastique, métal. Alors après, le bois, la déchetterie, par exemple, vous respectez. Admettons, si vous avez des espaces verts, etc., que vous avez du bois, vous n'êtes pas obligé d'avoir une poubelle avec un traitement de bois. Ce qui compte, c'est véritablement de le trier en soi. Donc, un aller à la déchetterie quand vous avez justement ce bois. Mais effectivement, voilà, le bois fait partie de ça, mais on va pas chercher dans un hôpital effectivement la quantité de bois, le collecteur de bois. On n'est pas non plus dans cette idée où il faut qu'on ait une poubelle pour tous si en fait on n'en a pas la nécessité. Alors, effectivement, oui, sur la multitude de plastiques, Madame Kenivank, j'espère ne pas avoir écorché votre nom, c'est effectivement, ça peut être difficile à partir du moment, quand on est, parce que justement, il y a cette petite subtilité, c'est la collecte dans un seul et même bac. C'est-à-dire que ce tri, c'est pour ça aussi que, alors déjà, quand vous passez par les poubelles sélectives de la ville, c'est un seul et même bac. Vous avez le papier, le carton, le plastique, le métal. Et après, le verre, soit vous allez effectivement dans un point d'apport volontaire, soit vous ne triez pas. Mais généralement, ou alors vous avez une poubelle dédiée et la ville passe. Mais sur les plastiques, ceux qui font partie justement du service public, effectivement, ont ce grand avantage de pouvoir tout mettre dans un seul et même bac. Les prestataires privés vont être effectivement beaucoup plus regardants. Étant donné qu'ils ont moins accès au centre de tri, parce que vous savez que ces poubelles jaunes, généralement, alors je ne sais pas si elles sont toutes jaunes, mais ces poubelles sélectives vont passer par des centres de traitement qui vont être qui vont être très performants à diviser une fois là-bas les cartons, les différents types de plastique avec des machines très coûteuses en fait. Étant donné que c'est un service public, c'est assez différent d'un prestataire privé. Donc, le prestataire privé, effectivement, va vouloir différencier le polypropylène, tous les différents types de plastique, notamment les bouteilles d'eau. Par exemple, le plastique étirable que vous avez lors des livraisons, ça, c'est un plastique valorisable qui coûte relativement cher. Et quelquefois, même quand vous avez un compacteur à carton, ils vont vous l'accepter, étant donné son prix de revente. Donc, effectivement, il peut y avoir des grandes difficultés quand vous êtes directement sur des prestataires privés qui ne vont pas vous fournir un seul et même bac, en vous certifiant effectivement qu'il allait le trier après. Mais la loi fait qu'effectivement, normalement, tout type de plastique devrait être recyclé. Mais les déchets sont une réglementation qui sont très peu punitives. On a très peu, sauf sur les déchets dangereux, où là, les déchets dangereux, on ne rigole pas, si je puis dire. En tout cas, vous pouvez avoir des poursuites judiciaires pour des mauvaises gestions et que ce soit les transporteurs, collecteurs ou producteurs de ces déchets. Mais sur les tri 5 flux, sur les biodéchets, on n'a encore vu personne avoir des amendes sur les biodéchets, alors que ça fait quand même 3 ans que le seuil est à 20 tonnes. 20 tonnes par an de biodéchets, c'est énormément d'hôpitaux, d'organismes publics, enfin énormément d'entreprises qui vont les produire. Donc c'est vrai qu'on va avoir aussi cette pas gentillesse, mais il y a un manque de contrôle qui est avant tout un manque de moyens sur ces choses-là. Donc, le tri des 5 flux, normalement, est obligatoire. Ils sont présents sous vos yeux, papier, carton, plastique, métal, bois et verre. Mais il peut y avoir des difficultés sur les prix. Peut-être d'autres difficultés afférentes à cette réglementation dont vous voulez me faire part? Oui, moi. Oui. Notamment, moi, je triais par exemple le plastique, je mettais ça dans des sacs d'une certaine couleur et quand ça arrivait chez mon prestataire, j'étais persuadée qu'il le valorisait. Et en fait, comme ça arrivait dans des sacs poubelles et que lui n'avait pas de déchiqueteuse à sac poubelle, en fait, il ne valorisait pas forcément. D'accord. Alors effectivement, le monde des
des collecteurs et des centres de traitement est assez particulier. Il y a beaucoup de fois, par exemple, je fais un petit exemple parallèle sur votre poubelle jaune, votre poubelle de tri public. En rebut, vous allez avoir énormément, vous allez généralement avoir plus de 40% qui vont finir au final soit en valorisation énergétique, soit qui ne vont pas pouvoir être recyclables. Normalement, le privé, il vous certifiait qu'il le valorisait? Oui, en fait, c'était inscrit quand même dans le contrat. Ouais. Enfin, non, d'un autre côté, ce n'était pas noté valorisation, mais en tout cas, c'était noté collecte. Et pour Oui. moi, collecte du plastique, derrière, ça veut dire valorisation. Et quand j'ai fait la visite du site, Oui. du centre de tri, je me suis bien aperçue qu'au final, on triait à la source, mais que derrière, ça ne servait pas à grand-chose parce que derrière, la séparation en fait, du plastique n'était pas faite chez eux. Oui, là, c'est des choses qui arrivent souvent. Donc, c'est important d'aller visiter vos centres de tri. C'est vrai. Non, oui, dans les centres de tri, voilà, vous pouvez voir, effectivement, surtout si ce n'est pas en vrac. C'est pour ça aussi que généralement, on demande, à part dans certaines villes, dans certains centres-villes où les GRV sont un peu difficiles à placer, généralement, c'est pour ça qu'on demande de mettre en vrac dans les poubelles de tri pour qu'après, je pense que vous avez connaissance de l'ensemble du circuit, que ça puisse être trié, ce qui est majoritairement un tri mécanique, optique, etc., avec ensuite une finalisation à l'œil humain. Mais en soi, vous respectez vos obligations de tri 5 flux. Donc, c'est vrai qu'effectivement, c'est dommage. Ça peut surtout décourager. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que ça tarit un peu la cause, si je puis dire. Je ne peux pas appeler ça une cause. Mais voilà, c'est vrai que vous respectez votre 5 flux, mais c'est le prestataire en lui-même qui ne respecte pas normalement ses obligations. Après, comme je le disais, si, admettons, il le valorise dans une unité de génération énergétique, donc si en le brûlant, c'est une unité de traitement qui va générer de l'électricité, il valorise. Donc, elles sont là aussi les subtilités, quelquefois, quand vous avez des collecteurs qui vont dire « oui, non, mais si, je valorise, etc. » Pas prêt, il y a beaucoup de gens, surtout que quelquefois, vous allez avoir ce qu'on peut appeler les mâches-fer, ce qui sont les résidus des centres d'incinération, les résidus métalliques, qui en soi sont généralement utilisés pour faire du macadam et certains autres métals vont être utilisés pour rempoter des mines de sel en Allemagne ou des choses comme ça. Normalement, dans le droit, dans le code de l'environnement, vous n'avez pas le droit de dire qu'elles sont valorisées, mais certains osent le faire quand même. Donc, il faut faire attention un peu au dire et des fois un peu plus préciser sa valorisation si on veut vraiment avoir des contrats. Alors, je sais que c'est difficile et que quelquefois, vous n'avez qu'un seul prestataire qui va accepter vos types de collecte. Peut-être d'autres questions ou précisions sur ça, vous n'hésitez pas. Moi, une expérience personnelle, une difficulté personnelle, professionnelle, une difficulté particulière. Donc, sinon, normalement, le collecteur, il vous envoie une attestation annuelle de collecte et de valorisation, justement, des 5 flux, qui vous permet en fait de justifier, votre obligation. Donc, on est sur une attestation annuelle. Donc, voilà vos grandes obligations. La manière dont vous le faites est assez libre. De toute manière, ça dépend beaucoup si la ville accepte encore de prendre, que ce soit vos DOM, vos recyclables et vos déchets dangereux, donc la SRI notamment. Mais c'est comme ça que vous devez, c'est ce que vous devez respecter avec effectivement le tri qu'on pourrait appeler 6 flux en admettant les biodéchets. Mais après, on va voir, je pense que ça, c'est quelque chose dont vous avez connaissance et dont vous avez expérience, ce qu'on appelle les REP, les filières à responsabilité élargie du producteur. Donc, c'est des dispositifs particuliers qui sont assez vieux, d'organisation de la prévention et de gestion des déchets pour certains types de produits. Donc, on appelle ça une responsabilité élargie du producteur parce que justement, ce que je vous ai dit en premier lieu, c'est que le producteur, c'était vous, en tant que vous êtes le producteur du déchet parce que vous avez un objet qui n'en est pas un avant que vous transformiez en tant que tel. Mais c'est pour ça qu'on l'appelle élargi. Les personnes responsables de la mise sur le marché de certains produits sont aussi responsables du financement ou de l'organisation de la prévention et gestion des produits en fin de vie liés à l'utilisation justement de ces produits. Donc en France, le premier, c'est aussi un mécanisme européen, mais les Français ont des champions en termes de filière.
Donc, le premier, ce sont les emballages ménagers. Donc, ce sont les emballages ménagers et après a suivi les piles et les accumulateurs. Donc, ce sont des filières qui sont très contrôlées, notamment avec un observatoire et avec des comptes rendus chaque année et notamment des objectifs. Donc, elles sont mises en place par, je pense que vous le savez, des éco-organismes. Je pense que ce que vous avez le plus aujourd'hui, enfin, d'après mon expérience dans beaucoup de centres hospitaliers, médico-sociaux, cliniques, etc., ce serait les équipements électriques et électroniques, les 3 E. Est-ce que vous avez tous les 3 E ou est-ce que certains d'entre vous n'ont pas encore justement ces 3 E, cette collecte des équipements électriques et électroniques? Non? Tout le monde les a? Généralement, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez répandu. Donc, ça va être tout ce qui est, par exemple, ça peut être des lits médicaux, ça peut être les écrans, etc. Donc, on a cette mise en place. Donc, ça fonctionne de telle sorte que les producteurs, les industriels, même plutôt qu'utiliser producteurs, vont généralement ce qu'on appelle financer à travers l'éco-contribution qu'ils affichent sur le produit en lui-même, pour financer des éco-organismes qui sont approuvés par l'État. Donc, les éco-organismes doivent répondre à un cahier des charges assez précis parce que ce sont des entités assez particulières d'un point de vue juridique. Et donc, elles doivent répondre à un cahier des charges et aussi, elles doivent être suivies et approuvées et réapprouvées tous les ans. Enfin, elles ont des agréments tous les 2-3 ans, ça dépend. Et donc, voilà, vous avez le textile, l'ameublement qui aujourd'hui va encore être beaucoup plus poussé, avec notamment dans le secteur public une obligation d'achat à partir de minimum 100 000 € hors taxe, d'achat d'ameublement issu de la réutilisation, donc non pas du recyclage, de la réutilisation. Après, les dispositifs médicaux perforants aussi, les médicaments. Donc, les médicaments, vous pouvez typiquement avoir aussi Cyclamède, etc., etc. Et on voit aussi le résultat de l'ensemble des ambitions françaises. C'est 2021, 2023, 2024, 2025. Vous en allez avoir énormément plus. Donc, les jouets, le sport, le bricolage, les lubrifiants, l'emballage de restauration, le bâtiment, gomme à mâcher. Ça peut paraître un peu particulier, mais effectivement, c'est souvent, en fait, c'est perçu à travers des études d'impact pour essayer de voir lesquelles sont économiquement les plus avantageuses et lesquelles sont écologiquement aussi les plus vertueuses. Les outils de pêche, donc là, on est sur de la grosse pêche, on n'est pas sur la canne à pêche du dimanche. Et enfin, emballage industriel et commerciaux. Donc, le but ultime de ces choses-là, c'est de forcer, en forçant à rendre son produit plus cher, ça incite à l'éco-conception, donc qui permet aussi un meilleur financement des filières responsabilité élargie du producteur, une meilleure valorisation et une meilleure économie circulaire pour tout le monde. S'il y a des questions sur les filières REP, sur peut-être comment les mettre, etc., les différents types de collecte. Oui, moi justement, ça m'intéresse beaucoup Oui. parce que moi, je ne suis pas sûre je suis pas sûre de l'évacuation en fait, de nos équipements électroniques et Oui. électriques. En fait, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'effectivement, on paye une écotaxe quand on achète du matériel et après, on se renseigne comment en fait pour savoir l'évacuation de ces déchets? Alors ça, il faut aller, donc c'est le site de l'ADEME. Je pense que je donnerai à Madame Traoré la liste. En fait, vous avez une liste d'éco-organismes agréés et il faut les contacter. Alors effectivement, ils ne vont pas se déplacer pour un ordinateur. Justement, des fois, vous allez avoir une gratuité de la collecte, mais uniquement à partir d'un certain volume. Donc, parce que typiquement, les équipements électriques et électroniques, ça se stocke. Alors, je sais qu'il y a énormément de problèmes de foncier, de logistique qui sont présents dans les établissements de santé, mais c'est des choses à partir d'un certain volume, ils vont venir vous les prendre gratuitement ou alors très peu cher. Et en fait, l'écotaxe, en soi, normalement, ce n'est pas vous qui la payez, c'est le producteur. Mais bon, en achetant le produit, généralement, il vous la rajoute. Donc, ça peut être un peu vicieux de ce point de vue-là. Mais c'est qu'il y a une organisation et eux sont chargés de les traiter. Donc, typiquement, il faut que vous preniez contact avec les éco-organismes agréés pour les équipements électriques et électroniques et que vous expliquiez votre cas. Et normalement, ils vous diront en fait typiquement s'ils peuvent venir, à partir de quoi ils peuvent venir. Et voilà. Vous avez aussi des points d'apport volontaires. Ils ne sont pas nécessairement obligés de le collecter. Des fois, ils peuvent vous indiquer des points d'apport volontaire où vous vous rendez
vous envoyez quelqu'un, etc. Et ils sont en charge de ça. Les emballages ménagers, par exemple, vous n'allez pas avoir d'éco-organisme. C'est-à-dire que ça va beaucoup être… Pour les emballages ménagers, c'est historique, c'est un peu particulier. Mais tout ce qui a participé justement au tri qu'on a aujourd'hui à travers les poubelles jaunes, notamment l'extension du tri, donc, qui est tout nouveau. Aujourd'hui, normalement, il y a très, très peu de collectivités territoriales qui ne font pas ce qu'on appelle un tri extensif. C'est-à-dire qu'au tout début, les poubelles, vous ne pouviez mettre que du journal, du papier, souvent des briques de lait ou de lessive, mais tout ce qui était véritablement plastique, je ne sais pas, plastique de steak haché, etc., vous ne pouviez pas. Mais effectivement, avec ce financement depuis 1993 du tri, on arrive à un tri en fait, qui est très efficace aujourd'hui. Donc, c'est vrai que des fois, ces mécanismes ne vont pas forcément dans un éco-organisme, mais peuvent aller directement à travers d'autres organismes, notamment sur les collectivités territoriales. Mais il faut regarder sur le site de l'ADEME, prendre le nom des éco-organismes dédiés aux déchets que vous voulez évacuer, donc soit les piles, les équipements, le papier graphique, etc., et les appeler. Parce que c'est vraiment du cas par cas. C'est en fonction de votre région, c'est en fonction de votre tonnage. Ok, donc la même chose pour l'ameublement, en fait. C'est vrai que nous, c'est ça. Je vois, on croule quelque part sous les vieilles tables, les vieilles chaises. Donc, en fait, on a mis en place, nous, en interne, un système de brocante. Oui. Pour nos salariés. On est une entreprise de 450 salariés, donc régulièrement, plusieurs fois dans l'année, on met ça à disposition et les salariés peuvent en bénéficier gracieusement, mais il en reste encore beaucoup. Et en fait, on ne veut pas les jeter. Non, mais vous avez raison. Bah, si, en fait, on aimerait bien les jeter maintenant parce oui, que vous aimeriez bien vous en prend débarrasser. toute notre place, toutes nos réserves, mais moi, j'ai un directeur qui n'aime pas jeter, donc il veut d'abord réutiliser. Ou alors, donc du coup, si moi, je veux vider un peu les réserves qui sont pleines de produits inutilisés, de meubles inutilisés, donc il faut que j'aille sur le site de l'ADEME. C'est ça. Que je regarde la liste des éco-organismes agréés dans le traitement de tel et tel déchet, notamment donc, du mobilier, pour les faire évacuer. Donc, généralement, on paye en plus ou pas? Non, c'est vraiment variable. C'est vraiment variable. C'est vraiment au cas par cas. Moi, j'ai vu beaucoup de situations. Mais c'est pour ça que je vous dis le mieux, parce qu'ils ne sont pas non plus… on a une répartition sur le territoire qui est vraiment inégale. Donc, c'est pour ça que je préfère pas trop m'avancer. Le mieux, c'est vraiment de les contacter, mais c'est vraiment organisé pour qu'effectivement, ce soit le moins cher possible. Ce n'est pas fait pour être rentable. Un éco-organisme, justement, c'est pour ça aussi qu'il est agréé par l'État. C'est que son but premier, c'est de remplir un service public. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Nous, avec la CAP, en fait, on a une solution par rapport à ce type de matériel, tel que tout ce qui est, vous m'avez dit, chaises, bureaux. Ça dépend en fait de ce que vous en faites, parce qu'on a des partenariats avec certains fournisseurs. Par exemple, Bruno, lorsque vous changez votre matériel, il récupère l'ancien matériel en entier et ensuite il le donne à des associations ou plutôt des mairies, institutions ou autres en Afrique, notamment par exemple à Dakar pour un des cas. Et ensuite, il vous fournit une attestation comme quoi le don a été effectivement réalisé et vous, derrière, vous pouvez le revaloriser dans votre RSE. Après, il y a quand même un montant, mais ça reste un montant dérisoire. C'est juste le montant du transport. Donc, sur une transaction de 400 000 €, vous aurez à payer à peine 500 € pour l'envoi du matériel. Mais quand je dis 400 000 €, c'est au global, en fait, du nouveau matériel que vous aurez acheté. Donc, on a ce type de solution-là. Après, on peut avoir des solutions de reprise aussi. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de solutions par rapport à ce problème ou ce besoin, n'hésitez pas à le mettre dans le sondage, qu'on reprenne contact avec vous pour voir comment on peut vous accompagner par rapport à cette problématique. Donc, pour rebondir un peu sur ce que disait Madame Traoré, effectivement, il n'y a pas que les REP non plus. Il y a effectivement plein, vous pouvez avoir des associations, donc comme je le disais, comme aujourd'hui en plus ça se développe de plus en plus cette réutilisation, etc., ou que ce soit aussi d'un point de vue un peu plus humanitaire, vous pouvez aussi faire appel à des prestataires qui généralement, comme ils récupèrent en fait une matière,
vont pas nécessairement, comme l'a très bien dit Traoré, vous facturer quelque chose de très élevé, surtout si vous avez un joli gisement. Donc, il y a aussi d'autres solutions que les règles. Effectivement, je me concentre parce que c'est quelque chose de réglementaire, mais vous pouvez avoir beaucoup d'autres organismes privés il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en récupération. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Est-ce que tout est clair? Si tout est clair, je continue. Alors. Donc effectivement, voilà un petit point de ce que les filières REP permettent aussi. Donc les emballages ménagers, on voit, donc, étant donné que c'est la REP historique, 3,4 millions de tonnes, c'est en 2020. Mais même bon, des bateaux de plaisance, 1,6 millier de tonnes, mais effectivement, ça pèse un peu lourd aussi. Et éléments d'ameublement, on est quand même à quasiment 1 million de tonnes. Les piles et les accumulateurs aussi, il y en a beaucoup. Je sais que ça fonctionne bien, etc. Donc, c'est quand même quelque chose qui fonctionne. Hein, je le répète, on est aussi les premiers en Europe en termes de filière. Et c'est quelque chose qui est suivi et qui permet une amélioration des techniques, une amélioration de la valorisation, de la collecte, etc. etc. Alors aussi, voilà, c'est ça, ce qu'on appelle la taxe. Donc, c'est de la réglementation d'une certaine manière, hein, c'est de l'impôt. On a ce qu'on appelle, donc là, on a un vrai tournant aussi qui a un peu été mis en pause d'une certaine manière depuis la crise des Gilets jaunes, qui est justement, vulgairement, je pourrais l'appeler l'écologie par l'impôt. Donc, il y a la taxe générale sur les activités polluantes, hein, qui est assez vieille. Et il devait y avoir effectivement la taxe carbone. Aujourd'hui, normalement, on devrait être à un peu plus de 100 euros de la tonne. On est resté à 50 euros depuis les Gilets jaunes, quand bien même cette taxe était en fait un mécanisme fondamental de la stratégie nationale bas carbone, donc qui est la feuille de route française pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et la TGAP suit un peu la même logique. C'est-à-dire, on va augmenter les taxes sur les activités les plus polluantes pour en baisser l'utilisation, ce qui peut paraître logique, mais aussi un peu antisocial pour certains. Donc, il y a une très forte augmentation en perspective pour les prestataires de collecte et de traitement. Donc, c'est ça aussi qu'il faut bien noter dans les déchets, dans les matières résiduelles, c'est que ça va être de plus en plus cher. Ça, il n'y a pas, c'est sûr et certain. Si vous regardez justement ce petit graphique de droite, on a l'enfouissement, donc qui est véritablement la pire des solutions en termes de déchets ultimes, parce que à la fois vous immobilisez sans même artificialiser, donc sans co-bénéfice social, sociétal, etc., un espace, et en plus il y a une grande pollution des terres, il y a très peu de valorisation, si ce n'est un peu de méthane que vous pouvez récupérer. Donc typiquement, on est en 2020, on est à 25 euros la tonne sur l'enfouissement, et on va passer à 65 euros la tonne sur l'enfouissement. Donc, c'est pour ça qu'il est aussi intéressant de regarder la manière dont sont traités. Donc là, on parle surtout des déchets ménagers, donc des déchets que vous allez jeter dans la poubelle noire, pour faire simple. C'est important de savoir effectivement quel est le mode de traitement, donc que ce soit l'enfouissement ou l'incinération. On en reparlera, mais c'est aussi très utile pour les dasseries. Donc, comme vous le voyez, même l'incinération va doubler en 5 ans. Donc, on n'est pas sur la même ordre de grandeur, mais on est quand même sur un doublement de ce que vont payer les centres de traitement sur leur activité. On appelle la TGAP déchets, pas que les déchets. On a aussi, alors je ne sais pas si, c'est vrai que ça concernerait peut-être un peu plus le public, mais c'est un peu un mouvement général, la fin de la taxe d'habitation. Les collectivités, des fois, ramassaient gracieusement les poubelles dans les hôpitaux. C'est quelque chose qui tend à ne plus se faire, aussi les poubelles de tri, parce qu'en fait, ils vont chercher des fonds là où ils peuvent, parce que la fin de la taxe d'habitation, hein, ça a juste signifié moins d'argent dans les caisses des collectivités publiques. Elles ont le droit parce que ça ne relève pas de leurs compétences. Elles le faisaient beaucoup à titre gracieux. Et aujourd'hui, dans beaucoup de villes, en fait, c'est une solution qu'ils ont trouvée pour limiter la casse, si je puis dire. Donc, c'est forcément cette évolution de la taxe générale sur les activités polluantes, pardonnez-moi, elle va forcément se répercuter sur les producteurs de déchets. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, il y a vraiment un fort intérêt financier à réduire ces déchets. Ça, j'allais dire au-delà, mais en même temps,
que l'intérêt écologique d'un meilleur traitement des déchets, il y a vraiment un intérêt à réduire et surtout vous mettez un peu en avance avant de subir effectivement ces très très grandes augmentations qui seront dans tous les cas répercutées. Alors j'ai mis biodéchets entre parenthèses parce qu'effectivement les biodéchets, on en reparlera un peu, je fais un peu de teasing, ça pèse beaucoup. C'est des choses qui pèsent beaucoup si vous payez, comme c'est généralement le cas, vos déchets à la tonne. C'est des choses qui pèsent énormément, qui quelquefois peuvent même représenter 40% de vos déchets ménagers. Et donc, ce serait un peu dommage de payer autant sur des biodéchets qui à la fois sont valorisables et qui écologiquement pourraient être plus vertueux. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions un peu sur ça? C'est un peu une note de conjoncture, mais qu'on voit réellement depuis 2020 impacter nous, tous nos clients. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Tout est en augmentation. Et puis, je pense que vous le constatez aussi. Moi, j'ai une question. Oui. La taxe GAP, la TGAP, taxe générale sur les activités polluantes, elle est calculée comment? En fait, alors là, parce que moi, mon exemple, c'est simple, je suis obligée de faire collecter mes déchets par un prestataire extérieur privé parce que la collectivité ne veut pas collecter mes déchets parce que je dois mettre tous mes déchets sur le trottoir. Oui. Voilà, donc comme ce n'est pas possible que je le fasse parce qu'il y a une piste cyclable, il y a l'arrêt de tram, au vu de la quantité de nos déchets, on devrait sortir 18 bacs de 770 litres sur le trottoir. Ça représente donc quand même une sacrée quantité de bacs. Ça risque de déranger la circulation, etc. Oui. Donc, on ne peut pas les sortir. Ils ne veulent pas venir nous les prendre. Et donc, je suis obligée de faire appel à un prestataire extérieur que je paye. Oui. Et là, je paye quand même cette taxe générale sur les activités polluantes. Et donc, pour moi, je ne comprends pas ça. En fait, eux, ils vont payer aussi beaucoup plus. C'est-à-dire qu'eux, en tant que centre de traitement, c'est extrêmement polluant. En fait, eux, ils vont payer aussi l'ensemble des autres taxes qui sont liées à des émissions d'activités polluantes. Donc, la TGAP, c'est pour ça qu'elle augmente beaucoup plus sur l'enfouissement. Oui, pardon, en fait, ici, on n'est pas vraiment sur la TGAP déchets, c'est plutôt vous, pardon. Mais eux, ils vont payer des TGAP qui sont dépendantes de leur activité polluante. Et donc, c'est pour ça aussi que l'enfouissement augmente beaucoup plus parce qu'on a une pollution qui est beaucoup plus élevée. Donc, vous payez vraiment pas du tout la même chose. Eux, ils vont payer parce qu'ils polluent dans leur activité. Vous payez vis-à-vis d'une pollution aussi. Mais elle est beaucoup plus élevée parce que vous avez toutes les émissions à la fois de particules fines, etc. etc. Donc, c'est pour ça. La collectivité est dans son droit de vous refuser. Ce n'est pas sa compétence. D'accord. Alors, du coup, je me suis peut-être mal exprimée. C'était la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Alors, ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Voilà, exact. Du coup, j'ai tout mélangé là. Il y avait ça commençait par un T. J'ai tout mis dans le même sac. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères, effectivement. C'est pas pareil. Oui. Normalement, donc vous êtes. Alors, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Alors, je sors peut-être du cadre, je ne sais pas. Là, non, on est sur de la réglementation. Alors, c'est vrai, parce que vous la payez quand même. Oui, justement, je la paye. Et ça, je ne comprends pas pourquoi je la paye, alors que du coup, je paye déjà la taxe générale sur les activités polluantes à mon prestataire qui vient me collecter mes déchets ménagers. Alors là, il faudrait que je regarde plus précisément pourquoi. Là, je ne préfère pas vous dire de bêtises parce qu'on est vraiment sur. Ça dépend, parce qu'ils pourraient dire effectivement que c'est parce qu'ils ne peuvent pas vous collecter, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'impossibilité de le faire parce qu'ils n'ont pas accès à vos poubelles, quand bien même vous êtes dans votre bon droit de ne pas bloquer la circulation, etc. Donc, c'est peut-être pour ça. Très sincèrement, je ne préfère pas trop m'avancer sans connaître vraiment le cas précis. Mais vous pouvez envoyer votre demande J'essaierai de vous préciser ça. Je l'envoie à qui, cette demande? Alors, à Madame Traoré. Qui reviendra vers moi. Et Madame Traoré, moi, je vous écris comment? Je vais vous faire suivre un lien et vous donner mon adresse mail. Mais du coup, dans le lien, vu que c'est par rapport à l'événement et tout, n'hésitez pas à me mettre toutes vos demandes et comme ça, moi, je vais retransmettre aux personnes concernées.
Mais je vous l'enverrai à la fin du webinaire, ne vous inquiétez pas. Merci. Tout comme le Ouais. PowerPoint? Oui. Oui. Donc effectivement, donc là, c'est pour ça aussi que parce que là, on arrive sur les différentes taxes qui sont assez complexes et variées. Et j'ai vu tellement de cas différents que je préfère pas trop m'avancer sans plus regarder. Les prix peuvent être tellement des fois tellement différents, que ce soit pour les déchets dangereux ou ça. Je vais me permettre de continuer parce qu'il y a d'autres questions. Donc là, on est plus sur une note de conjoncture, encore une fois, hein, plus que sur une analyse. Je me dis, hein, la réglementation sur les déchets, il y en a énormément. Hein. Vraiment, je ne fais pas non plus dans tous les détails dans lesquels je pourrais aller. Voilà, donc là, on va arriver un peu à une chose très importante, qui est assez vieille, qui est obligatoire, mais qui est très rarement fait, ce qu'on appelle le registre des déchets sortants. Donc déjà, est-ce que vous avez un registre des déchets sortants? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Registre des déchets, point. Oui. Sortant, registre des déchets. C'est le terme beaucoup plus… le terme qui est canonisé dans la loi. D'accord, donc non. Donc effectivement, le tri des déchets sortants, en tant que producteur de déchets… Alors, effectivement, moi, je suis spécialisé en établissement de santé, mais ça s'applique aussi aux entreprises. Vous êtes tenu de tenir à jour un registre chronologique des déchets sortants. Alors, pour être un peu plus précis, vous avez aussi une exonération dans le cas d'un recours au service public. Si au DAOM, donc si ça avait été votre cas, si vous avez été collecté, en fait, vous n'avez jamais de bordereau de suivi ou de bon de prise en charge, etc. Donc, vous êtes un peu dans l'impossibilité de faire ce registre des déchets sortants. Mais uniquement pour les déchets concernés par cette collecte. Ce n'est pas parce que vous avez la moitié de vos déchets qui sont en public, l'autre moitié en privé, que les privés sont exonérés parce que vous avez la moitié en privé. En public, pardon. Alors, ça doit contenir quasiment en fait, un bordereau de suivi des déchets. Enfin, c'est ça. Donc, effectivement, vous allez avoir la date d'expédition, la dénomination, la nature et la quantité. Dénomination précise, la nature des déchets, leur quantité, l'origine du déchet. Donc, ça, c'est votre lieu. L'origine du déchet, c'est aussi votre signe, votre raison sociale, votre siret de producteur, etc. Je suis le producteur de ce déchet. La raison sociale, le numéro de siret du producteur. Et la dénomination du centre de traitement et d'informations sur celui-ci, donc en fait, qui vont vous être donnés par le collecteur une fois que celui-ci aura traité ses déchets. Donc voilà, le registre des déchets, donc, qui est vraiment une obligation sur normalement l'ensemble des déchets. Alors c'est très peu fait parce que, encore une fois, il n'y a pas de contrôle. Voilà, vous faites être très sincèrement, alors que c'est assez vieux. Et normalement, vous devez répertorier la totalité de vos déchets. Il n'y a que les ménages qui sont exonérés en fait, de ce registre des déchets. Tous les acteurs économiques devraient traiter leurs déchets, sauf, encore une fois, par un recours au service public. Donc, une petite TPE, PME qui passe CDAOM, son tri, enfin tout dans le service public, elle n'a pas à s'inquiéter, par exemple. Donc, on va beaucoup plus parler des cas où on a des grosses quantités de déchets et on passe par des prestataires privés. C'est plus un souci, c'est plus une organisation. C'est généralement, vous devez mettre en forme les informations que vous avez déjà à travers les bordereaux de suivi. Mais ce qui change un peu aujourd'hui, parce que la France s'est fait un peu taper sur les doigts par l'Europe sur sa gestion des déchets. Vous avez aussi, du coup, elle a commencé, comme je vous l'avais dit, les déchets dangereux, on rigole beaucoup moins. Donc, c'est par ça qu'on a commencé. Donc, a été créé ce qu'on appelle le registre national des déchets, terres excavées et sédiments, qui a été, donc ça a été donné ce qu'on appelle le BRGM, donc qui est l'institution publique en charge de tout ce qui est géologie et de tout ce qui est, on va dire, production géologique, donc tout ce qui est mine, etc. Ça va être le BRGM qui sera en charge de ça. C'est lui qui est en charge de ce registre national des déchets. Donc, c'est vraiment dans un but
de connaître précisément plutôt que… Parce que le registre des déchets pouvait être papier, il pouvait être en fait ce que vous voulez. Vous deviez juste avoir 3 ans de chronologie de déchets sur vous à disposition de l'autorité compétente. Vous voyez, alors que là, maintenant, sur les déchets dangereux, donc n'importe quel type de déchets dangereux, que ce soit les déchets chimiques ou les déchets d'activité de soins à risque infectieux, la création, l'édition, la transmission et la signature des bordereaux de suivi des déchets devront être réalisées via Track Déchets. Ça, je pense que vous en avez entendu parler, enfin j'espère, de Track Déchets, donc qui en fait va être votre interface pour les déchets, entre vous et le registre national des déchets. Pour les DASRI, alors pour les autres, pardon, les autres déchets, on a fini la période de tolérance. Pour les DASRI, on est jusqu'au 1er janvier 2023. Ça a été reporté plusieurs fois, la crise Covid à bon dos, mais elle a été prolongée jusqu'au 1er janvier 2023. Donc, ce qui vous oblige, ce qui en fait permet, si tous les acteurs de la chaîne ne sont pas inscrits sur Track Déchets, etc., de continuer votre émission de bordereaux de suivi de déchets par vos mécanismes habituels. Mais passé 1er janvier 2023, il n'y aura plus de tolérance, sauf cas exceptionnel où c'est votre collecteur qui est en faute, vous êtes bien inscrit, etc. Et à partir du moment où tous les acteurs de la chaîne sont inscrits sur Track Déchets, il n'y a pas de tolérance. Et ça vaut effectivement communication au registre national des déchets. Et par contre, ça vous exonère. Si vous faites ça, vous avez votre compte Track Déchets, vous êtes exonéré de la tenue du registre, étant donné qu'en fait, le registre est compris dans Track Déchets parce que vous y avez accès. Est-ce que vous êtes déjà inscrit sur Track Déchets, etc. Vous en avez déjà entendu parler? Oui, ça fonctionne bien? Alors, je ne vous entends pas, je vous vois juste. Parce que je n'avais pas activé le son. Oui. Oui, alors inscrite depuis peu, parce qu'effectivement, pas tellement informée. Et puis, vraiment, j'ai repris voilà, les déchets il y a très peu de temps. Et au final, j'y suis pas encore tellement allée. D'accord. Mais je suis inscrite. Vous avez quoi comme déchets dangereux? Les DASRI. Les DASRI, oui, vous avez que ça. Vous ne faites pas de déchets chimiques, enfin, tout ce qui est… Non. OK. Bon, c'est une réglementation, je ne suis pas allé loin, mais effectivement, normalement, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule. Tout ce qui contient un pictogramme, vous savez, les petits pictogrammes rouges, inflammables, cancérigènes, mutagènes, dangereux pour les milieux aquatiques, normalement, tout ça devrait suivre une filière particulière. Oui, mais alors nous, en fait, on rince les bidons, enfin, ou on ne les rince pas. Disons que s'il y a moins de 5% du produit à l'intérieur, s'il y a vraiment un tout petit résidu, on le met quand même dans le plastique. Oui, mais ce n'est pas réglementaire. Ce n'est pas réglementaire? Non, normalement, tous les contenants. Mais bon, ça c'est tellement pas fait que c'est pour ça aussi que je l'ai pas vraiment dit, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'autres problèmes. Mais effectivement, non, tout ce qui contient un pictogramme. Et après, c'est un peu particulier parce que quelquefois, le pictogramme n'est obligatoire qu'à partir d'une certaine quantité. Donc, vous avez quelquefois des contenants donc avec un liquide dangereux qui ne sera pas considéré avec le pictogramme. Restons sur les DASRI, qui est déjà un sujet à part entière. Donc, on va en reparler des DASRI. Le 3e webinaire est aussi consacré beaucoup plus au tri, à l'amélioration du tri des DASRI, quelles sont les nouvelles réglementations, les nouvelles réglementations, il n'y en a pas encore, mais c'est en train, les recommandations, les différentes banalisations, etc. Donc là, comme on est sur le réglementaire, effectivement, sur les DASRI, donc sur Track Déchets, donc vous avez encore un petit peu de temps, mais effectivement, vous ne vous en servez pas beaucoup parce que les collecteurs ne vous le demandent pas, parce que les traiteurs ne s'en servent pas non plus. Parce que pour le moment, ils continuent de nous envoyer le papier. Oui. En fait, en nous disant, vu qu'on a encore un petit peu de marge, on continue de vous envoyer le papier. Donc, en fait, malheureusement, on suit un peu le mouvement. Et quand on sera forcé d'y aller, on ira. D'accord. Bon, déjà, s'ils en ont conscience, s'ils préfèrent un peu continuer, c'est fait pour la période de tolérance. Ils peuvent peut-être avoir un problème de chaîne, enfin ils sont peut-être en train de remettre, c'est très compliqué, vous avez vu par vous-même les centres de collecte, peut-être qu'il y a une informatisation qui est un peu compliquée, donc ça sert à ça typiquement, la période de tolérance, ça permet à tout le monde
de bien comprendre les principes, de prendre en main l'application, qui est plutôt bien faite, moi je trouve. Je ne m'en suis pas beaucoup servi, donc j'ai ouï dire de beaucoup de problèmes, surtout si on s'inscrit mal, on ne peut pas se réinscrire si on a mis le bon numéro SIRET. Voilà. Donc effectivement, donc ça en fait typiquement, c'est donc j'ai vu que vous aviez que quelqu'un avait écrit que effectivement il y a un tableau Excel qui ressemble à l'ensemble des déchets collectés. Donc là, voilà, typiquement, et les déchets chimiques et toxiques. Donc on est sur donc Madame Canivan qui fait très bien en fait le registre des déchets. Et en fait, ça, typiquement, c'est une extension du registre des déchets. Et ça permet à l'État, à travers un service numérique, d'avoir accès aux données tout de suite et de savoir qui, en fait, ne remplit pas son obligation de registre des déchets. Alors, il y en a beaucoup dans les centres que je peux accompagner aussi au niveau des déchets qui pensent que des fois, les copies de BSD ou les duplicata, etc., des fois, ça peut faire foi. Mais pas vraiment, quoi. Normalement, on est vraiment sur quelque chose de cadré qui n'est pas très compliqué en soi, hein. Après, c'est un travail de coordination aussi, parce que je sais que les différents types de déchets ne sont pas gérés par les mêmes personnes. Donc, on a un peu un travail de coordination de l'ensemble des personnes. Mais voilà, donc ça sert à ça. Et en soi, ça permet à l'autorité compétente de pouvoir avoir accès directement au registre des déchets. Et ça permet une meilleure gestion au niveau national des déchets dangereux. À savoir, alors on n'en est pas sûr, mais c'est quasiment certain que cette obligation de transmission sera en fait étendue à l'ensemble des déchets sortants. Bon, pas tout de suite, mais le but ultime, c'est de l'étendre à tous. Et je sais qu'il y a une option sur Track Déchets pour faire son registre des déchets aussi, l'ensemble de ces déchets. Mais voilà. L'amende est quand même de 75 000 € d'amende. Si on ne respecte pas cette obligation ou si on se met dans l'impossibilité physique de la respecter. C'est-à-dire si on n'a plus les preuves de collecte, etc., etc. Donc, on est quand même sur… après, c'est le code de l'environnement, il y a souvent des lourdes charges, mais comme je l'ai dit, je ne connais personne encore. Sur le juridique, c'est vraiment beaucoup plus. J'en viens un peu aux déchets dangereux. Sur les… respectez bien aussi… les réglementations sur le transport des déchets dangereux, sur les conseillers à la sécurité, etc., etc. Mais pour en finir avec le registre des déchets, ce n'est pas juste une obligation, c'est un outil performant de gestion. Comme je le disais, les déchets vont beaucoup augmenter. Et donc déjà, c'est une obligation réglementaire, mais c'est avant tout un outil performant pour gérer vos déchets en vue d'une complète optimisation de production. Parce qu'en fait, si vous, surtout sur les dasseries, où vous avez, donc j'imagine que vous avez peut-être des collectes tous les 3 jours. Tous les 3 jours, admettons. Ou… Ça dépend du volume, en fait, parce que c'est vrai que là aussi, le collecteur, il va avoir en fonction de la volumétrie. En fait, je crois qu'on a le droit de garder nos déchets pendant un certain temps. Ça dépend de la volumétrie, ouais. Ça va de 72 heures à 3 mois. Voilà. 72 heures à 3 mois. Mais effectivement, comme vous m'avez dit 400 employés, je me suis dit avoir quand même un petit peu de dasserie peut-être. Bon, quand bien même, dès que vous avez tous ces chiffres qui sont bien regroupés, qui sont datés, en fait, vous pouvez véritablement faire un suivi de vos déchets, de son optimisation. Déjà, percevoir, c'est un peu comme le bilan carbone, hein, c'est compter pour savoir pour agir. Donc, à travers, je ne sais pas, mois de février, vous allez avoir une forte augmentation et ça va vous permettre, donc, que ce soit dans des copiles, que ce soit dans n'importe quel groupe stratégique de votre organisation, en fait, essayer de déterminer la cause, ou que ce soit facilement ou non, et d'y remédier. Tout ça dans un but en fait, de réduction des déchets, de prévention de ceux-ci, ou en tout cas après dans une meilleure gestion, parce que vous allez pouvoir voir, par exemple, par une meilleure gestion des dasseries, normalement, vous allez aussi pouvoir percevoir l'augmentation des DAOM ou des recyclés. En fait, c'est ça. Moi, il faut vraiment le voir comme ça, le registre des déchets sortants. Donc, peut-être que ceux qui l'ont déjà fait peuvent témoigner de l'intérêt de celui-là. Plus que c'est vraiment un outil stratégique avec des indicateurs qui peuvent être très utiles. Donc voilà sur le registre des déchets. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, qui est un peu la réglementation la plus importante de cette année pour les déchets dangereux.
Alors, si vous n'avez pas de questions, il est vrai que moi, j'en ai fini avec cette réglementation. Donc, j'ai prévu effectivement 1 heure, donc je suis dans les temps. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions plus précises ou peut-être des réglementations que vous avez en tête et que je n'ai peut-être pas citées. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de réglementations, mais vous, en tant que producteur, c'est vraiment là les principales qu'il vous faut connaître et qui, en plus, je pense que vous constatez, ne sont pas non plus celles qui sont le plus respectées. La réglementation, c'était laquelle là dont on parlait? C'était les matières résiduelles en fait. Alors, matière résiduelle, comme je l'ai indiqué au début, c'est déchets. En fait, c'est nos amis québécois qui utilisent ce terme. C'est pour signifier que la majorité de nos déchets sont avant tout en fait de la matière revalorisable. Mais c'est vraiment que c'est que de la sémantique, mais que je trouve on trouve important. Et quand on parle de réglementation, en fait, c'est sous forme de loi, c'est sous forme de… Alors, vous avez les déchets, il y a différentes choses. Vous allez avoir, généralement, c'est issu des directives européennes donc, qui sont signées par la Commission européenne, qui sont ensuite transcrits soit dans la loi française, qui ensuite après sont appliqués par décret, soit vous pouvez avoir des arrêtés quelquefois, par exemple, typiquement, après c'est du droit, hein, typiquement le registre des déchets sortants, c'est une loi qui a son article législatif, son article réglementaire, mais par exemple tout ce que ça doit contenir, ça a été fait par arrêté. Donc après vous avez une hiérarchie des normes, etc. Vous allez pouvoir aussi avoir par exemple ADR, c'est un règlement européen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de signature des États membres pour valider. C'est un règlement immédiatement applicable, qui ne nécessite pas de transcription dans le droit national. Et ça va être le règlement sur le transport des déchets dangereux. C'est vraiment variable, et là, on rentre dans du droit. Mais effectivement, là, tout ce qui est… dès que j'ai dit que c'était obligatoire, c'est que c'est obligatoire. Le registre, je connais bien les lois. Les 5 flux, donc c'est la loi de la transition écologique pour une croissance verte, la loi de la transition énergétique pour une croissance verte, pardon. Donc oui, c'est une loi appliquée par décret et précisée par arrêté. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous embête un petit peu parce que comme je n'y connais pas grand-chose en droit… Il n'y a pas de problème, justement, c'est fait pour, parce que je sais qu'en plus, et en plus, la réglementation des déchets, elle est très compliquée. Et donc, du coup, pour moi, c'est compliqué de savoir, en fait, d'aller chercher cette information. Donc, c'est très bien que là, on ait ces formations, mais s'il y a des choses qui évoluent, c'est compliqué pour nous de le savoir. Alors, j'imagine que mon établissement, je ne sais pas, il doit recevoir des infos et puis que mon directeur doit me les transmettre à un moment donné. J'imagine que ça doit se passer comme ça, mais… Alors, là, c'est tout le problème de la veille juridique. D'un référent en fait environnement au sein d'une structure ou d'un référent RSE. C'est vrai que chez nous, ça n'existe pas. Donc, du coup, pour une personne novice, pour aller chercher l'info, ce n'est pas évident. Non, voilà. C'est sûr qu'il y a ce côté de manque de communication. Il y a aussi ce fait qui, en fait, c'est de la veille juridique. Hein, typiquement… moi, je sais qu'à chaque fois que j'interviens dans des établissements, que ce soit pour des achats ou pour des déchets, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas déjà leurs obligations et encore moins ce qui va arriver. Là, pour le coup, c'est plus un problème. Voilà, je ne sais pas exactement pourquoi c'est fait, si c'est un manque de communication des ministères qui devraient peut-être mieux informer les directeurs sur ça, etc. etc. Mais c'est vrai que Track Déchets, aujourd'hui, ça commence à être connu. Mais en février ou en avril encore, il y a beaucoup de personnes qui n'avaient jamais entendu parler, alors que ça allait directement commencer en juillet. C'est un problème assez répandu. Et voilà, c'est comme les lois Egalim, les lois AGEC. Juste pour enchérir, par rapport à la question, nous, avec la CAP, on essaie un peu de vous accompagner. C'est pour ça qu'on met en place des séries de webinaires. Donc, on essaiera si la thématique intéresse plusieurs adhérents, on essaiera de refaire encore des séances sur d'autres sujets précis ou sur l'évolution des lois. Donc, on essaiera d'être justement un support pour vous
notamment à travers notre collaboration avec Premium ou autres. Donc, voilà en quoi on peut vous accompagner. Et juste avant de conclure, je vous ai envoyé le lien pour répondre au sondage, pour nous donner votre ressenti, ce que vous avez pensé du webinaire et des thématiques justement que vous souhaiterez qu'on aborde prochainement sur les thématiques sur lesquelles on peut vous accompagner. Et je vous ai aussi donné les dates des prochains webinaires. Donc, pour la présentation PowerPoint, moi, je pourrais vous la transférer, mais seulement aux adresses qui se sont inscrites au webinaire. Là, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont présents, mais avec d'autres adresses mail. Donc, n'hésitez pas à me recommuniquer votre adresse mail si jamais vous n'avez pas été inscrit par le canal normal, entre guillemets, pour que je vous rajoute dans la liste de diffusion pour que vous recevez le PowerPoint. Après, je vais potentiellement laisser Paul Boucherie conclure, vu qu'il est là. Et puis voilà, merci pour votre participation. C'était un plaisir. Je vais brièvement conclure, mais pour reprendre tout ce qui s'est dit, je pense que globalement, voilà, une présentation très claire et sur un enjeu qui est très important pour l'établissement de santé, comme vous l'avez tous dit. Et donc, voilà, pour tout ce qui est sujet d'amélioration continue de vos attentes et vos besoins qui n'ont pas forcément été couverts pour cette présentation, eh bien, tournez-nous vers nous, contactez-nous, contactez Primum également pour des sujets plus précis et n'hésitez pas. De toute façon, on va faire le lien avec Premium. On est là pour vous, magiciens, que ce soit la thématique pour vous accompagner, parce que vous savez que la CAP, aujourd'hui, on accompagne dans à peu près tous les domaines. Donc, voilà un peu. Et s'il y a d'autres questions, profitez-en, parce que vous avez Lucas pour vous. Sinon, on va peut-être conclure le webinaire. Je ne sais pas, Lucas, si tu voulais dire quelque chose pour mot de fin. Non, rien de particulier. C'était un plaisir de commencer ces webinaires donc avec la CAP, effectivement. Donc, et c'est vrai que pour un peu insister, nous, on est là pour ça aussi, pour accompagner les établissements dans ces choses difficiles qui demandent beaucoup de temps et d'expertise, alors que ce n'est pas votre cœur de métier. Donc, voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on est là. Et j'espère vous voir nombreux aux 2 autres webinaires qui aborderont aussi le côté réglementaire et qui seront tout aussi importants parce que, effectivement, c'est les biodéchets et les DASRI. Et on espère avoir répondu à vos questions aussi. Bien sûr, on espère. Voilà. Bonne journée. Et merci à tous. Merci. Très bonne journée à tous. À tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.